17 ans. Non, pas de vanne à propos de collègues un petit peu problématiques. Non, 17 ans qu'on l'attendait, le fameux EPR de Flamanville, réacteur nucléaire de 3e génération, vient de pousser ses premiers cris. 25 ans depuis le réacteur numéro 2 de la centrale de Civaux, depuis les confins du XXe siècle, qu'on n'avait pas entendu rugir un bébé nucléaire en France. Et comme ça fait longtemps qu'on dit tout et n'importe quoi sur cette centrale, on va démêler un petit peu tout ça. Puissance, sûreté, retard, malfaçon, budget explosé, région toute pourrie. Je vous dis tout. Bon, exceptionnellement, cet épisode sur le nucléaire est sponsorisé. Dites-moi si ça vous pose des problèmes, hein, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Parce que il faut bien que je bouffe, voilà. Parce que si j'ai pas de sponsor, moi je vis que sur vos dons. Voilà, pareil, vous avez les dons ici, hein, Tipeee, KissKiss, si jamais vous voulez soutenir. Oui, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas dit, je ne touche plus l'argent des pubs que vous cognez en masse, ça part tout à la prod. Moi, le seul truc qui me permet de bouffer, c'est les collaborations commerciales, et donc vos dons sur les Tipeee. Et il y a également, la vente des t-shirts, hein, voilà, vous avez une boutique en ligne, t-shirts et autres goodies, voilà, je vous laisse aller regarder. Et profitez-en parce que ça va bientôt dégager. Bref, je vous en reparle très vite, et en attendant, place à la collaboration commerciale du jour. Donc comme d'habitude, hein, j'essaie de faire des vidéos un petit peu sympas, restez au moins pour l'objet, juste pour le petit kiff. Et aujourd'hui, ce sont donc les intransigeants France Vérif qui me permettent de vivre de mon métier. Quoi? Et alors? Suis le lapin blanc? Eh ben oui, c'est ça depuis longtemps. Tu crois que j'achète des trucs en ligne sans vérifier le sérieux du site avant? Tiens, regarde, la semaine dernière, voilà, j'ai acheté ça, là, ce petit chargeur, là. Pub Insta, un truc que je trouvais un petit peu cool, voilà, en termes de praticité, en termes de design, d'ergonomie, etc. Sauf qu'il existe que sur un site totalement inconnu au bataillon. Donc, un coup de France Vérif, et j'ai vérifié toutes les infos. Date de création, vrais avis, et pas ceux laissés par les bots, sécurisation des données du paiement, voilà, jamais de la vie je passe sans eux, quoi. Toc toc, moi je suis toc toc. 50% des Français ont déjà été victimes d'arnaques sur des sites en ligne, hein, c'est bon, je m'en passe. France Vérif, c'est le premier service français qui t'analyse et te vérifie en temps réel la fiabilité des sites de commerce en ligne. Virus, phishing, applications malveillantes, SMS frauduleux, malware, vol de données, et bien entendu, avec France Vérif, tu peux aussi protéger tes proches. Tes parents qui bitent rien à l'informatique et qui achètent encore des trucs au téléachat, ou tes ingrats de gamins qui te traitent de boomer mais qui n'ont jamais eu à installer un CD d'AOL mais qui pensent quand même en savoir plus que toi en numérique. T'es méchant! Je les déteste. Contrairement à France Vérif. C'est simple, c'est efficace, c'est juste une extension que tu installes sur tes navigateurs et ça t'alerte quand t'as besoin. Mais bon, à la rigueur, c'est bien pour pas se faire arnaquer, mais voilà, tu hésites, tu découvres le truc que maintenant et tu as déjà été attrapé. Bon France Vérif te permet aussi de scanner ton ordi, les menaces déjà présentes. Oui, hein, c'est quand même important. Bref, France Vérif est conçu spécifiquement pour identifier les sites de commerce électronique frauduleux et prévenir les utilisateurs des risques associés à ces sites. Et même si vous êtes plus raisonnable, hein, que vous achetez que des trucs très occasionnellement, genre pour l'ouverture de la pêche, vous tombez sur le site du pont article de pêche, là, vous laissez France Vérif dans un coin de votre ordi, et voilà, le truc se manifeste à ce moment-là. Plus de mauvaises surprises, et bonjour à une expérience d'achat sécurisée et agréable. Voilà. Merci France Vérif. EPR de Flamanville. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que le truc revient en boucle. Même le tramway de Nice a été moins long à terminer. Cette image parle probablement qu'au niçois. Bref, alors déjà, toute première question, la plus épineuse, c'est quoi, c'est où, c'est quoi Flamanville? Non, parce que, zéro argument en plus. Flamanville, c'est un bled de la Manche. Le département, hein, pas la mer dégueulasse marronasse, forcément. Et me demandez pas où c'est la Manche, hein, si vous le savez pas, j'en sais rien non plus. Voilà, je crois que c'est l'espèce de petit truc en haut à gauche là qui dépasse, le coin où on fout jamais les tartines. Et Flamanville, c'est au bout de ce coin perdu, dans un coin donc encore plus perdu. Globalement, il y a des vaches, de l'aigreur et de l'amertume climatique. Et 2-3 monuments historiques, visiblement. Alors bon, Flamanville dans le nucléaire, c'est pas non plus totalement une inconnue, hein, puisqu'il y a déjà 2 réacteurs à eau pressurisée, globalement la technologie de réacteur qu'on a chez nous en France, de 2e génération qui sont en service depuis 1986 et 1987.
Et donc celui qu'on vient de mettre en route, c'est Flamanville 3, un réacteur à eau pressurisée également, mais de 3e génération de type EPR. Et donc il y a aussi un petit peu de personnel qualifié déjà sur place, ça aide. Bref, c'est au bord de la mer, et pas loin, il y a La Hague, l'endroit où on recycle les déchets nucléaires, et ça c'est très très bien, je vous explique ça tout de suite. Mais déjà, de base, c'est quoi une centrale nucléaire? Pour les habitués de la chaîne, vous le savez déjà, on en a déjà parlé des dizaines de fois, mais pour les nouveaux qui débarquent, soyez les bienvenus déjà, installez-vous confortablement, faites-vous couler un petit espresso, et puis abonnez-vous si ça vous plaît. Le principe d'une centrale nucléaire, c'est assez simple et comparable aux moulins d'antan, aux éoliennes ou aux barrages hydroélectriques. Faire tourner un truc, en l'occurrence une turbine qui, elle, va produire de l'électricité. Et pour ça, on va se servir de la vapeur d'eau, là où une éolienne va se servir de la force du vent, ou un barrage de la gravité. La vapeur, c'est également ce qui va faire fonctionner une centrale à gaz ou à charbon. La seule différence, c'est que l'apport de chaleur ici, c'est la fission de l'atome d'uranium. Donc, le nucléaire, dans l'absolu, ne produit pas directement d'électricité. Le nucléaire produit de la chaleur, et beaucoup de chaleur. Et ça arrive quand on casse, quand on fissionne de très gros noyaux d'uranium ou de plutonium par exemple. Vous avez tous déjà entendu E égale mc². C'est très simple en fait, l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Un très grand nombre quoi, on s'en fout, retenez juste ça. Bon on a un gros machin qui pèse 1 à la base, on lui balance un neutron bien énervé, ça va venir le casser en deux, produire donc deux nouveaux noyaux, les fameux déchets nucléaires, et ces deux nouveaux noyaux, à eux deux, vont peser moins lourd que l'atome d'origine. On a perdu de la masse. Masse fois un très grand nombre égale une quantité d'énergie. Énergie qui va faire chauffer l'eau dans un premier circuit. L'eau reste liquide, elle ne se transforme pas en vapeur puisqu'elle est confinée sous pression. Réacteur à eau pressurisée. Cette eau chaude va transférer sa chaleur à un deuxième circuit, là qu'on va laisser s'échapper sous forme de vapeur. L'eau du premier circuit reste confinée, elle sort jamais. Mais elle va transférer sa chaleur à un deuxième circuit, où là on va laisser l'eau s'échapper sous forme de vapeur, et cette vapeur va donc avoir beaucoup de force et faire tourner notre turbine nommée Christine à Flamanville 3. Un joli bébé de 110 tonnes qui va développer 1600 MW. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. EPR, ça veut dire European Pressurized Reactor. Réacteur pressurisé européen pour les moins anglophones d'entre vous. Oui, c'est un projet global, c'est pas juste une commande de la France ou d'EDF par exemple. C'est un projet lancé dès les années 80 avec les Allemands. Oui, je sais. Bref. Ce réacteur, contrairement au 56 déjà en route en France, est donc un réacteur de 3e génération. C'est pas le premier EPR à être lancé par contre. Oui, il y a déjà eu celui d'Olkiluoto en Finlande et celui d'Aishan en Chine. Oui, European Pressurized tout ça, même en Chine, parce que conçu et fabriqué en Europe. Bref, qui dit 3e génération, veut dire qu'il y en a eu 2 autres avant. Les réacteurs de première génération, comme son nom l'indique, c'était les pionniers dans les années 50-60. On avait compris le principe de la fission nucléaire, donc on bidouillait des trucs. Le but était que ça marche et que ça produise un peu d'énergie accessoirement. Certains étaient juste des prototypes pour la science et la sécurité à l'époque, c'était pas vraiment la priorité. Dans les années 70, on commence à concevoir des réacteurs de 2e génération donc. Ils sont plus efficaces et bien entendu avec une sécurité améliorée. C'est les réacteurs à eau pressurisée comme on a chez nous essentiellement, les réacteurs à eau bouillante ou les réacteurs à eau lourde pressurisée. Je rentre pas dans le détail, je vous mets des liens si vous voulez aller plus en profondeur sur ce type de technologie. Le réacteur numéro 4 qui a explosé à Tchernobyl en avril 1986 était un réacteur de type RBMK 1000 appartenant à cette 2e génération. Les réacteurs de 3e génération, eux, sont encore bien plus optimisés. Ils génèrent moins de déchets, développent plus de puissance tout en consommant moins et sont conçus pour une durée de vie de 60 ans contre 40 ans ou plus pour les 2e générations. Ce qui, tout mis bout à bout, fait que ça coûte moins cher de produire 1 kWh d'électricité. Autre avantage, son combustible. Pour fonctionner, un réacteur actuel a besoin d'uranium, mais pas n'importe quel type d'uranium. De l'uranium 235. Tous les éléments sur Terre se présentent sous plusieurs versions qu'on appelle des isotopes et qu'on va nommer avec un petit numéro qui correspond au nombre de protons et de neutrons de leur noyau. Vous connaissez tous le carbone, du CO2, de notre ADN, ou des plaquettes de frein sur les Formule 1. Eh bien, normalement, il y a 6 protons et 6 neutrons. C'est du carbone 12, mais nous on appelle ça juste le carbone. Mais certaines versions présentent toujours 6 protons, ça change pas, sinon c'est un autre élément chimique, mais par contre 8 neutrons, ou plus ou moins, mais là 8, c'est le fameux carbone 14. 6 plus 8, 14. Le truc qui permet de dater les découvertes archéologiques par exemple. Et ce carbone 14, il est ce qu'on appelle radioactif. Il est pas stable. Il va spontanément, au bout d'un moment, se transformer en autre chose. Chimiquement, c'est les mêmes. Vous avez tous dans votre corps, dans vos os, votre ADN, des atomes de carbone 14 radioactifs. Voilà, c'est tout à fait naturel, c'est comme ça. Bref, on en a déjà parlé plein de fois, je ne vais pas leur dire la vidéo ici, je vous mets les liens et d'autres vidéos si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet. Mais bref, l'uranium qu'on trouve le plus naturellement, c'est de l'uranium 238, 99,3% de l'uranium naturel. Sauf que celui-là, on ne sait pas quoi en faire, il ne réagit pas, on va pas pouvoir le casser.
Nous, ce qu'on veut, c'est les 0,7% qui restent, l'uranium 235. Il va donc falloir le trier, cet uranium, l'enrichir pour atteindre une concentration de 3 à 5%. Et ça va être notre carburant. C'est comme ça que fonctionnent la plupart des centrales nucléaires. Mais notre EPR a cette particularité de pouvoir également tourner avec une partie de MOX. Un truc composé à la fois d'uranium appauvri, qui est donc un sous-produit de l'enrichissement de l'uranium, et de plutonium, qui est un déchet nucléaire. On va pouvoir mélanger notre uranium de base avec 10% de MOX, recyclant donc une partie de nos déchets nucléaires. L'EPR va également avoir un rendement supérieur de 10 à 15% par rapport aux deuxième génération, tout en consommant 10% de moins, et en produisant donc moins de déchets nucléaires. On recycle d'un côté et on produit moins de l'autre. Je fais juste une petite parenthèse sur les réacteurs de 4e génération, il y a une vidéo spécifique en préparation sur le sujet. Pour l'instant, ils sont encore à l'étude, le but étant notamment de pouvoir fonctionner avec les déchets nucléaires créés par les 2e et 3e générations d'exploitation. On y revient bientôt. Mais bref, la 3e génération sera moins gourmande, plus efficace, avec une exploitation plus longue, mais également une de ses spécialités, la sécurité hautement renforcée. Bon, voilà, alors, même si vous avez été élevé par des chèvres dans un patelin de très haute montagne, vous savez que ce genre d'installation, ça peut péter. Pour une raison très simple, comme on l'a dit, le but est de casser des gros atomes en deux. Et pour ça, on va balancer un neutron dessus. Sauf qu'en faisant ça, le noyau va libérer d'autres neutrons, qui à leur tour vont casser d'autres noyaux. C'est une réaction en chaîne. Et dans les centrales, cette réaction est totalement contrôlée. Mais des fois, ça arrive que cette réaction s'emballe, et donc l'eau va chauffer plus que le confinement est capable de la maintenir, et boum. C'est extrêmement schématisé. Mais retenez juste que la réaction, une fois lancée, ne s'arrête pas toute seule. Un peu comme ton pote qui s'est pituré jusqu'à tourner la carte complète, t'es obligé de lui tenir les cheveux le temps que ça redescende. Il est plus vraiment autonome. On va pas revenir sur Tchernobyl, qui est une catastrophe humaine avant d'être une catastrophe nucléaire. Les autres réacteurs qui tournaient à Tchernobyl ont continué à fonctionner pendant des années après l'accident, c'était pas un problème de technologie. Et de toute façon, un accident de type Tchernobyl en France est non seulement strictement impossible, pas du tout la même conception, mais en plus, les normes de sécurité ont tellement évolué depuis que craindre un Tchernobyl avec les EPR est à peu près aussi con que de craindre un accident aérien quand tu prends ta bagnole. C'est pas parce que les deux te servent à te déplacer que les conséquences vont être les mêmes. On a donc, au fur et à mesure des alertes et des accidents, amélioré la sécurité pour pouvoir contrôler tout ça en cas de problème. Le fameux nuage de Tchernobyl, que non, personne n'a jamais dit que c'était arrêté à la frontière, a été provoqué car le réacteur s'est retrouvé à l'air libre. Ici, les réacteurs sont confinés dans une double enceinte de béton très forte épaisseur, résistant au séisme autant qu'aux attaques d'avions. Si jamais la réaction nucléaire s'emballe, le cœur nucléaire va pouvoir atteindre plusieurs milliers de degrés et entrer en fusion, plus chaud encore que ton chum que t'as pas vu depuis plus d'un mois. Et alors là, c'est la fiesta. Le réacteur peut faire fondre les enceintes, même le béton, et se mettre à couler vers le bas, la gravité, tout ça. Ce truc de l'enfer, on appelle ça le corium. Mais là ici aussi, un système de récupération sous la cuve a été mis en place. Chose qui n'existait pas à Tchernobyl, bien entendu. Aucune chance qu'un Fukushima se produise non plus, parce que d'un côté, les normes de antisismique ont été largement revues, sans compter la réalité géologique qui était des années-lumière de celle du Japon, mais également des systèmes pour éviter l'explosion d'hydrogène ont été conçus pour éviter ça. L'hydrogène, c'est ça qui a fait péter le toit au Japon en 2011. La sécurité est également avancée, intégrant des systèmes de sécurité passifs, capables de fonctionner sans l'intervention humaine, utilisant par exemple un truc tout con comme la gravité. Ça c'est sûr, au moins ça tombera jamais en panne. Tout ça pour assurer donc le refroidissement du cœur en cas de panne des systèmes. D'autre part, des systèmes de sécurité redondants, non c'est pas une ref à Camelot ici, c'est vraiment redondant, ont été mis en place. Chaque EPR dispose de 4 trains de sécurité indépendants, chacun capable de prendre en charge de manière donc indépendante les fonctions critiques de sûreté. Donc là, faudrait vraiment pas de bol pour que les 4 tombent en panne en même temps, sachant qu'en plus, chaque train de sécurité indépendant utilise des technologies très différentes. T'as plus de chances de gagner l'auto 6 fois de suite et de voir Anna de Armas te tomber sur les genoux que de voir ces 4 trucs-là tomber en panne en même temps. Bien entendu, les capteurs et les matériels de surveillance ont été largement améliorés en 30 ans, ainsi que l'alimentation électrique en cas d'urgence. Une des normes de l'EPR décidée en concertation avec l'Allemagne était aussi la standardisation de la conception pour simplifier et réduire les coûts et les délais de réparation et d'intervention. Même si au départ, forcément, ça prend plus de temps. Bon nombre de réacteurs de deuxième génération qui nous fournissent notre jus ont déjà intégré une partie de ces systèmes de sécurité, bien entendu, au fur et à mesure de leur construction et de leur exploitation. Et alors, bien entendu que ça serait vraiment pas GG, mais pour rappel, le niveau de radiation actuellement à Fukushima, c'est strictement le même que partout ailleurs dans le pays, il est juste normal en fait. Donc si jamais quelqu'un ose vous dire droit dans les yeux qu'un accident nucléaire en France effacerait la vie pendant des milliers d'années, c'est juste un énorme sac à merde. C'est un délire total sur le plan physique, technologique et historique. Totalement faux. Toutes ces contraintes, ces recherches sur la sécurité ont largement contribué au retard de livraison, mais bon, venir gueuler parce qu'on était trop prudent, parce qu'on a trop réfléchi à comment faire les choses, ouais, voilà, ça s'appelle de la connerie. Ou de l'hypocrisie électoraliste, si vous préférez, mais
de la connerie. Alors ouais, clairement, le truc a pris un petit poil de retard, hein, c'est rien de le dire. 12 ans sur 17 ans de construction, ouais, c'est un peu du foutage de gueule. Mais revenons à la base. Fin des années 1980, les Français et les Allemands se chauffent pour un projet nucléaire en commun. En 1993, on commence à réfléchir non pas au rendement, mais bien réellement à la sûreté. Ça a vraiment été la base de réflexion du merdier. Pendant 8 ans, les études se multiplient, mais en 98, les Allemands se retirent du projet. Alors bon, pas grave en soi, hein, le travail effectué n'est pas perdu, mais du coup, la France avance un peu toute seule. Framatome, devenu Areva, Siemens, EDF, en collaboration avec les organismes de sûreté allemands et l'IRSN, travaillent en commun. En 2001, les directives techniques préalables à la demande d'autorisation sont mises sur la table, et en avril 2007, le décret d'autorisation de création du réacteur nucléaire de Flamanville 3 est délivré pour des travaux qui vont commencer dès l'automne. En 2011, la dalle et la salle des machines sont terminées. En 2012, on achève les nouveaux dispositifs de sûreté avec des réservoirs de sauvegarde ou le fameux récupérateur de corium, puis la pose du dôme, la cuve en 2014, les générateurs en 2015, et en 2017, les débuts des essais de démarrage. Sauf que bien entendu, pour prendre 12 ans de retard, c'est qu'il y a eu 2-3 douilles qui sont venues ponctuer tout ça, comme les fameux problèmes de soudure. Comme dans tous les chantiers, malheureusement, certaines procédures ne sont pas confiées aux plus compétents. Apparemment, des sociétés qui n'étaient pas totalement les plus qualifiées pour ça ont été missionnées pour assembler les pièces pas de la manière la plus optimale possible. Pareil, la qualité de la cuve du réacteur s'est avérée un peu éloignée des standards exigés à la base. Des anomalies dans la conception de l'acier et de son couvercle, des concentrations excessives de carbone dans la structure qui peuvent affecter la résilience du matériau par exemple, ont été détectées. Et le problème sur des chantiers pareils, c'est que quand tu fais pas le truc bien dès le départ, et que tu te mets à devoir changer des trucs qui ont mis des années à être faits, forcément ça entraîne des retards pas possibles et les coûts explosent. Entre-temps, les règlements se sont encore durcis suite à Fukushima, notamment pour renforcer la sécurité, ce qui a également entraîné des modifications de conception. Et vous vous doutez bien que sur ce genre de projet, les sous-traitants sont très nombreux, et plus on prend de retard, plus les normes changent, plus le bordel devient gigantesque à gérer. Sans compter que ça faisait quand même 25 ans qu'on n'était pas parti sur ce genre de Lego géant. Des milliers de personnes, des milliards et des milliards de pièces à assembler, une techno ultra complexe pour maîtriser l'atome, rien de moins. Oui, on aurait pu faire plus vite et moins cher. Mais ça reste quand même un petit miracle. Donc là encore, si vous entendez Dédé au bistrot sortir une connerie aussi énorme que sur un fiasco pareil dans n'importe quelle autre filière que le nucléaire, les dirigeants seraient auditionnés et seraient en prison, faut peut-être pas lui servir son 8e pastis de la matinée. Clairement, ça lui attaque les neurones. Oh bah tiens, voilà une centrale nucléaire bien connue, initialement prévue pour être terminée en 1963, livrée avec 10 ans de retard. Aucun dirigeant en prison. Tiens, cette centrale nucléaire-là devait ouvrir en 2011, finalement inaugurée en 2020. 9 ans de retard. Autre centrale nucléaire enfouie celle-là, le Big Dig. Une grosse quoi? Dig, c'est un tunnel à Boston. Livraison prévue 1998, achevée en 2007. Allez, carrément, centrale nucléaire spatiale celle-là, 14 ans de retard. Initialement prévu donc pour un lancement en 2007, il a été lancé en 2021. Aucun dirigeant en prison. Et bien entendu, la centrale nucléaire la plus connue niveau retard, la Sagrada Familia, dont les travaux vont durer plus de 140 ans. Donc non, bien entendu que non, le projet n'a pas été maintenu uniquement parce que c'était du nucléaire. Oser sortir ce genre de débilité, c'est soit de la bêtise, soit un mensonge. Tous les projets d'envergure prennent du retard, surtout vu les enjeux à la fois économiques, techniques et surtout sécuritaires de l'EPR de Flamanville. Effectivement, il a été livré avec du retard, mais comme environ 25% des projets en France, que ça aille de la simple livraison de plaquettes commerciales à des projets beaucoup plus ambitieux. Un retard ne signifie absolument rien. L'EPR est un prototype, une nouvelle technologie. Les conditions à réunir pour réaliser un tel ouvrage sont juste débiles. Entre le budget, la politique, la technologie, les limitations physiques, et tout simplement le savoir-faire. Mais quoi qu'il arrive, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a bien entendu veillé à chaque étape du respect du cahier des charges initial pour les normes de sécurité, etc. Et en fait, le simple fait qu'ils aient reconnu qu'il y avait des problèmes montre juste que le système marche bien, en fait, tout simplement, quoi. C'est plutôt s'ils avaient laissé passer ce genre de truc-là et que tout avait été validé du premier coup que ça aurait été un petit peu louche. Mais voilà, ils ont tout vérifié, et si jamais le truc passe pas, ils auraient jamais donné leur feu vert. Le réacteur a donc bien pu démarrer dès ce mois de mai 2024, en précisant bien que le remplacement du couvercle de la cuve devra intervenir dès cet été, durant le premier arrêt pour chargement du réacteur. Je sais pas si c'est comme ça dans les autres pays, mais en France, on a quand même un très gros problème, c'est qu'il faut qu'on ait des solutions qui soient 100% parfaites du premier coup. La moindre erreur, le moindre échec n'est absolument pas toléré. Ou alors c'est peut-être juste dans les dictatures communistes que c'est comme ça, je ne sais plus.
Et oui, bien entendu, que ça a coûté un petit peu de pognon, hein, un petit peu plus, beaucoup même que prévu. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a absolument rien dit. Hein. Encore une fois, le JWST, qui n'a finalement aucune autre fonction que de photographier les étoiles, a aussi vu son budget complètement exploser. Tout comme son prédécesseur Hubble, qui était juste myope quand on l'a envoyé, 4 ans de retard à devoir aller le réparer avec plusieurs centaines de millions de réparations. Voilà, oui, dès qu'on fait un truc un peu nouveau, oui, on n'arrive pas du premier coup. Et puis bon, au pire, ça a juste créé des emplois. Pour des mecs toujours en train de râler sur la destruction d'emplois, même s'ils sont devenus obsolètes pour certains, faut vraiment se torcher le cul avec la dignité pour balancer ce genre d'argument, quoi. Et puis bon, comme d'habitude, les petites annonces à base de chiffres simples, ça nous parle pas de la réalité. L'EPR a coûté environ 20 milliards d'euros, mais sur son exploitation totale, rapportera presque 60 milliards de chiffre d'affaires. Le coût moyen de production d'1 kWh sera donc le plus faible jamais vu. En plus, on parle de quoi ici? Il s'agit de souveraineté de production électrique. Le truc est à nous, c'est nous qui le dirigeons. On n'achète pas aux autres. Et ça recycle en plus une partie des déchets que nous avons déjà, et tout ça de manière bas carbone, donc avec un enjeu environnemental très conséquent. Même si ça rapportait rien, d'un point de vue environnemental, déjà, le truc pouvait être intéressant. Mais en plus, a priori, ça devrait rapporter de l'argent, sachant que l'expérience acquise sur la construction de celui-là va permettre de diminuer les coûts et les délais des prochains petits frères, et d'exporter notre savoir-faire. Le PR de Flamanville sera pleinement opérationnel avant l'hiver 2024, avec une puissance de 1600 MW. Ça révolutionne pas la production, on passe pas du simple au triple par exemple en termes de puissance, mais on évolue dans la techno et surtout la sécurité. Merci à tous pour toutes vos questions sur les différents réseaux. D'ailleurs, venez me suivre sur Twix et Instagram. J'y suis pas ailleurs, désolé si je vous réponds pas sur Facebook ou LinkedIn, honnêtement, j'y fous absolument jamais les bottines, sauf accident. Mais ouais, venez suivre l'actu pour discuter directement sur les réseaux. Bien entendu, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Il y avait des trucs qui méritent de toute façon d'autres vidéos, des trucs qui sont en cours, d'autres vidéos bonnes idées. Donc on est en train de préparer tout ça. Et bien entendu, vos commentaires ici, selon les questions, etc. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo là-dessus, ou sur les EPR, ou en tout cas sur des trucs peut-être sur lesquels je suis passé un peu vite. Bref, voilà, n'hésitez pas, les commentaires, les réseaux sociaux. Merci à tous. Et merci également à France Vérif et aux tipeurs qui me permettent tout simplement de vivre de mon métier. Merci à Obian, allez vous abonner à sa chaîne, vraiment en complément de tout ce qui est nucléaire, etc. Obian qui a relu ce script. Merci également à Yann de 12 Parsec. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il a dû intervenir dans la production de cette vidéo, d'une manière ou d'une autre. Rendez-vous dimanche prochain pour encore plus de vulga, de techno, et puis éventuellement d'actualité. Et n'oubliez pas que le génie est partout.